Salut les devins, c'est Saikyo et bienvenue pour mon analyse de la preview de l'épisode numéro 11 de Dragon Ball Daima. Est-il nécessaire de rappeler à quel point une preview de Daima peut être, en quelque sorte, trompeuse lorsque l'on prend du recul et constate à quel point celle de l'épisode 10 nous proposait Bulma qui s'émerveillait de sa qualité de peau, qui fait du lien d'ailleurs avec Dragon Ball Super Broly et Super Hero, les vœux à foison pour écarter les menaces qui s'empareraient des Dragon Ball, mais aussi et peut-être surtout concernant Bulma, préserver son aspect juvénile, qu'elle pourrait perdre d'après l'une de mes théories en s'associant au Dr Edo qui travaille à la fin du film Super Hero dans sa boîte de cosmétiques. Vous me direz si cette thèse vous convient. En tout cas, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une preview vachement courte, à peu près autant que la semaine dernière, beaucoup plus dense malgré tout, et démarre sur Harinshu. On la voit beaucoup plus confiante et moins déstabilisée que dans l'épisode numéro 10, l'arrière-plan rougeâtre derrière elle pouvant faire penser à son lieu de villégiature avec Marba, là où elle confectionne de nouveaux Majin, un peu comme un retour à la case départ après que le clown Majinku se soit révélé en tant que tel, mais celui-ci n'a pas été évincé. Je reste alors dans la même hypothèse que celle que je vous ai présentée durant la preview de l'épisode 10. Dr Harinshu reformera un autre Majin, va utiliser la graine de Sabaiman restante et l'enfoncer bien plus profondément dans la préparation que le premier, sacrifiant une part de contrôle sur la créature, augmentant sa puissance. L'autre option pour le Dr Harinshu, et d'ailleurs les deux idées sont tout à fait complémentaires, serait de créer un Majin similaire à Majinku, 5 cm pour la graine de Sabaiman, etc. et de jouer sur leurs assimilations pour préserver contrôle et puissance. Ce serait un coup assez intelligent du Dr Harinshu, créer deux soldats de niveau relativement moyen parce que Majinku est une fraude, mais pas tant que ça quand même, il est assez solide. C'est surtout le Tamagami numéro 1 qui est surpuissant, réputé d'après le roi Kadan comme légèrement inférieur au Majin Buu pur. C'est beaucoup. Cette autre hypothèse possibilité est donc que le Dr Harinshu crée un autre Majin, en préservant le jeu de mots évidemment, comme Buu et Ku, ça fait beaucoup me direz-vous, mais si elle a le coup d'œil, elle pourrait créer un autre clown comme lui, non pas pour faire un nouveau coup d'esbrouf, mais pour porter le coup de grâce à Tamagami, créer un deuxième Majin relativement du même niveau que Ku, et faire en sorte que tout comme pour la création de Super Buu, vis-à-vis du Majin Buu bon et du Majin Buu très méchant gris, que l'un puisse déguster l'autre, l'assimiler, évoluer en puissance énormément. Super Buu est plus que redoutable et je pense qu'avec un guerrier de la trempe de Super Buu, on pourrait déjà discuter avec un Tamagami et cet être serait issu de deux qui étaient totalement sous le contrôle du Dr Harinshu. Alors ça paraît un petit peu capillotracté, alambiqué, on est d'accord, mais on pressent à peu près tous que l'on va flirter avec ces eaux-là, une créature qui assimile ou dévore une autre, une nouvelle qui est encore plus puissante, Majin Buu ou le nouveau Majin qui pourrait absorber voire les deux, c'est aussi ça qui fait le sel de ces êtres, notamment basé sur l'essence de Majin Buu. Et puis la confiance du Dr Harinshu après s'être pris une telle rouste relève soit de l'insouciance de sa part ou bien de sa confiance et certitude en ses plans futurs. Pour la suite de la preview, c'est du Vegeta face au Tamagami. Vegeta forme de base, aucune transformation d'aperçu bien qu'on l'ait vu se transformer en Super Saiyan de niveau 1 en opening. Si Goku a ouvert le bal jusqu'au Super Saiyan 2 face au Tamagami numéro 3, en théorie Vegeta devrait en faire de même. Je tiens à rappeler que le combat face à un Tamagami est à minima en 2 étapes. On l'a vu avec le numéro 3, un combat durant lequel le Tamagami juge de la force de l'adversaire, mais aussi commence à dessiner un petit peu les contours de sa mentalité, de sa légitimité à prendre une Dragon Ball, puis le mène vers une sorte de défi, le jeu de Bonto, considéré comme partie intégrante de cet affrontement du Tamagami. Ça ne veut pas dire que le Tamagami numéro 2 va user des mêmes jeux. Il peut y avoir plus d'étapes, un jeu totalement différent, une énigme, peu importe. Ce serait intéressant vu que l'on est dans un monde, le deuxième, du grand royaume des démons, où les pouvoirs magiques sont vraiment démesurés, que le Tamagami prenne appui sur cela, là où le troisième monde était beaucoup plus rustre et basé sur la force brute, ainsi que les arnaques diverses, et bien que le Tamagami numéro 2 puisse avoir une forme d'emprise magique sur l'esprit de son adversaire et renvoyer Vegeta à tous ces vieux démons. Ça ferait du lien avec son ascension vers l'Ultra Ego dans Dragon Ball Super, là où Beerus lui dit de s'en affranchir. Vegeta le fera mais remarquera face à Granola que ce n'est pas tout à fait ça, fera du lien avec l'arc Namek Freezer et la venue de Moro sur Namek, la nouvelle, la rédemption de Vegeta par rapport à ces derniers, voir Vegeta sur la Namek d'origine cauchemardée par rapport à sa participation du génocide du peuple Namek serait très agréable, pas pour lui, mais pour le récit, le développement du personnage, et le voir arriver
arriver à passer au-delà de ça pour mettre un terme au défi final du Tamagami à condition que Vegeta obtienne la victoire. En parlant de victoire, on a bien compris que si le Tamagami a gagné face à Majin Buu, c'était pour qu'il n'y ait pas 2 défaites d'affilée. Tamagami numéro 3 a perdu, ok. Si le premier perdait face à Buu, imaginons que Buu n'était pas une fraude, qu'est-ce qu'on aurait pensé des Tamagami? Le seul moyen de le faire perdre aurait été qu'il se fasse absorber. On aurait pu l'accepter. La même réflexion se pose pour les héros. Goku a gagné relativement haut la main face au Tamagami numéro 3. Qu'en est-il si Vegeta perd lamentablement, même avec les honneurs? Ce serait une défaite. Face au Tamagami 2, théoriquement plus puissant que le 3. Mais cette règle n'a pas été érigée. Peut-être que le 2 est plus faible ou de niveau égal au 3. On s'est tous assez légitimement embourbés dans l'hypothèse que le 3 est le plus faible, le 1 le plus fort et le 2 sera à la croisée des chemins. Si c'est le cas, je me dis que dans cet arc-là, post-Majin Buu, Goku et Vegeta en forme de base sont relativement similaires. Le fait de devoir tout réapprendre nivelle encore plus les choses et je ne peux que présumer que dans l'écriture d'Akira Toriyama ou des équipes de Toei Animation qui l'ont assisté, on part du principe que ces deux-là sont vachement équivalents, notamment sous cette forme-là, ce qui pousserait Vegeta à minima au Super Saiyan 2, à condition qu'il soit capable de le déverrouiller car ça a été une ascension relativement longue pour Son Goku. D'abord un faux Super Saiyan, une aura à peine, Super Saiyan 1 puis Super Saiyan 2 et on sent qu'il allait chercher ses relents de puissance très profondément en lui. Vegeta a-t-il profité de l'entraînement sur Terre avant de décoller avec Ibis pour se réhabituer à tout ça, mais cela ne peut fonctionner que si le Tamagami numéro 2 a le niveau du 3 ou lui est inférieur. Si le Tamagami numéro 2 est meilleur que le 3, il se peut que Vegeta SSJ2, s'il est relativement équivalent à Goku SSJ2 mini, ne fasse pas le poids et donc nous mène vers une situation de défaite. Personne ne nous a dit si on pouvait être accompagné ou si le duel était vraiment en mode western cowboy d'homme à homme. Alors Vegeta va-t-il devoir poser genou à terre et abandonner ou bien s'éveiller à quelque chose de nouveau, quelque chose que les fans ont très amplement demandé, pourquoi pas le Super Saiyan 3? Je pose le décor, mais imaginons ce Tamagami vachement puissant, bien plus que le 3, doté de pouvoirs magiques supplémentaires. Vegeta en forme de base ne ferait que l'effleurer. Le Super Saiyan n'effraierait pas du tout le Tamagami. Le combat serait plus intense, mais resterait de l'ordre de l'échauffement pour la créature. Le Super Saiyan 2 serait déjà plus intéressant, mais le Tamagami numéro 2 ayant été doté de plus de puissance grâce à Neba. D'ailleurs, il serait intéressant de savoir comment Neba a pu faire cela. Sa puissance magique de prime jeunesse lui a-t-il permis de générer autant de force dans les Tamagami? C'est quand même inédit chez un Namek qui s'est montré en toute fin d'épisode 10 et que l'on devrait revoir dans le 11e, qui pourrait nous faire des révélations. Dans un épisode nommé Légende, au cœur d'une série dans laquelle on sait que Neba est le Namek légendaire, ça a été dit par Piccolo. Il pourrait donc être révélateur. Ses origines, son lien avec Katatz, le père de Piccolo Daimao et de Kami, et il ne faut pas se faire enfumer par le docteur Arensu et le Tamagami, certes omniprésent, mais Neba est vraiment à décortiquer. Il a 1001 informations à nous révéler sur lui-même, sur les Namek, sur Piccolo, sur les Dragon Ball, leurs origines, pourquoi pas le dieu dragon Zarama, la migration des Namek, les Super Dragon Ball relativement au Dragon Ball du Royaume des Démons, l'origine des Tamagami, leur création et la manière dont le pouvoir a été insufflé en eux. Tout cela n'est pas anodin, ainsi que le contrôle qu'a Neba sur un dragon, jusqu'à le raviver alors qu'un vœu a été formulé. Pour revenir sur Vegeta, le Super Saiyan 2 livrerait une belle bataille au Tamagami numéro 2, les blessures s'accumuleraient et en plus d'être physiques, elles seraient aussi mentales. Les pouvoirs du Tamagami causant des sortes de visions cauchemardesques à Vegeta, vis-à-vis de ses antécédents et de ses péchés antérieurs, notamment sur Namek. Réalité et vision pourraient se confondre de par le lieu dans lequel Vegeta se trouve et au précipice de la défaite aurait le choix de se laisser tuer par le Tamagami, d'abandonner ou bien d'évoluer. C'est un choix qu'il fait plus tard dans l'anime Dragon Ball Super en accédant au SSJ Blue Shinka, évoluer d'ailleurs, se transcender par la résilience. Et cela pourrait s'appuyer sur une évolution de son Super Saiyan au niveau 3. Le premier à le déployer dans Daima pourrait être Vegeta, au grand étonnement de Son Goku, pour une durée certes limitée, mais qui vaincrait le Tamagami numéro 2 dans un florilège visuel somptueux, laissant le guerrier Prince Saiyan victorieux ainsi qu'à bout de souffle. Je pense que ce serait une très belle mise en scène ainsi qu'une histoire à nous raconter assez intéressante concernant l'écriture de Vegeta, sans dénaturer celle du Dragon Ball originel et posant quelques pierres à l'édifice de celle de Dragon Ball Super.
super. Au niveau de ce qui nous est livré dans la preview par rapport au combat, pas grand chose. Les coups de Vegeta touchent le Tamagami, parfois sa tête recule sous l'impact d'un coup, mais il n'a pas l'air bien plus touché que cela, et j'aimerais conclure en quelques mots concernant ce trio, rebondissant d'ailleurs de mémoire sur l'un des commentaires que vous m'avez laissé, concernant la symbolique qu'il y aurait derrière le marteau du Tamagami numéro 3, une sorte de trident pour celui du deuxième monde, et une épée vachement dentelée pour le tout premier qui a eu affaire à Majin Buu. On peut penser à beaucoup de choses, les symboliques possibles sont nombreuses, mais se rejoignent plus ou moins toutes et prennent véritablement sens adossés à Dragon Ball Daima. Le marteau, Tamagami numéro 3, symbolise la force brute, la justice, souvent associée d'ailleurs, en petit format, à un juge. Il incarne puissance et détermination. C'est ce qui a transpiré du Tamagami numéro 3 et qui a également cherché un être épris de justice en testant, cherchant à le duper avec son jeu de Bonto. Goku a pu lire au travers et donc récupérer la Dragon Ball. Deuxième monde, associé aux océans et à la manipulation des mondes aquatiques. Océan était le titre de l'épisode numéro 10, et tel que vous me l'aviez proposé sous ma preview de l'épisode numéro 10, c'était bel et bien en lien avec l'immensité d'eau qui se trouve en ces lieux au point tel d'abriter un kraken. Le trident représente la maîtrise de la fluidité, la stratégie, voire même une affinité avec la nature et les mystères. Et on est totalement dans le deuxième monde, dans celui qui semble le plus proche de la nature, de certains mystères, de magie, principalement composée de Namek, de Glind et aussi de créatures absolument atypiques, sous-entendu par là le légendaire kraken. Ça donne une indication concernant la manière de se battre du Tamagami numéro 2, misant peut-être moins sur la force brute, mais peut-être plus sur sa vitesse, une forme de stratégie, des mouvements bien souples et fluides, ainsi que l'utilisation de la magie, contrairement au Tamagami numéro 3 qui l'a utilisé mais en mode vague de ki. Ici, le Tamagami numéro 2 pourrait altérer les compétences physiques et psychologiques de Vegeta. Concernant la grande épée dentelée, c'est un petit peu plus compliqué. Elle incarne souvent l'agressivité sauvage ou un style de combat imprévisible. Ça correspond plutôt bien au premier monde des démons. On a compris que l'hypocrisie y règne, mais en même temps, le Tamagami numéro 1 n'a rien eu à faire au combat tellement Majin Buu ne l'a pas effleuré. On ne peut donc pas en juger, mais il y a quelque chose qui est certain. Ces trois êtres représentent une allégorie aux éléments. Le marteau est associé à la terre, le trident à l'eau, l'épée dentelée au feu. Ce descriptif-là correspond terriblement aux trois mondes qui composent le Daimakai, un peu comme si Neba avait le recul nécessaire pour les appréhender, disperser les Dragon Ball et leur associer le protecteur adéquat. On a vu ce que ça a donné avec le Tamagami numéro 3, avec le 2 on s'attend à plus de volupté et peut-être à plus de manipulation magique, et avec le premier, malgré sa droiture, peut-être à quelque chose lorsqu'il se livre au combat, de plus impulsif, de plus chaotique, de plus frénétique, sacrifiant la finesse pour l'efficacité. On verra si cette analyse est payante. En tout cas concernant les éléments, c'est acté. La terre, l'eau, le feu, ça paraît indéniable. Bien que l'un d'entre vous m'ait signalé également le fait que le premier monde pourrait être affilié non pas au feu, mais à l'électricité. Je n'ai plus son analyse en tête, mais elle était dense et détaillée, surtout que le premier monde de ce royaume-là nous avait été montré dès le premier épisode, dès le premier trailer de mémoire, avec des formes d'éclairs au-dessus du palais de Goma et d'Egesu, bien que le monde soit rougeâtre comme enflammé. Tout cela se place sous de belles augures pour Dragon Ball Daima. L'épisode 10, je ne cesserai jamais de le répéter, a été un marqueur, a posé de nouvelles bases pour quasiment tout Dragon Ball, et cela en un seul épisode. Le 11e pourra-t-il faire aussi fort? Je ne pense pas que l'on puisse s'attendre à des révélations cosmiques à chaque fois, mais on peut continuer à construire. On peut en savoir plus sur l'origine de Majin Buu, la nature et les ingrédients qui composent sa création, la mise en service d'origine des Tamagami, le parcours de vie de Neba, sa réelle identité si jamais il la cache, son lien potentiel ou non avec Piccolo, ses aspirations vis-à-vis de Dende, du royaume des démons en général ou autre. On a toujours quelques fils rouges conducteurs comme la pseudo-trahison de Glorio, une évolution potentielle dans l'écriture et physique de Vegeta, espérons qu'il ne nous fasse pas le coup du pouce levé et de se manger une bonne défaite, autrement il pourrait rentrer au panthéon des escrocs aux côtés de Majin Buu. Les évolutions douces du docteur Arinsu, Dragon Ball Daima semble donner sans compter. C'est abondant, parfois audacieux comme dans l'épisode 10. Personnellement, je bouillonne vis-à-vis de ce que la suite nous réserve. Si vous souhaitez plus de contenu Dragon Ball d'ici le prochain épisode, vous avez ma review du numéro 10 qui décortique énormément sur les rois démons, sur Rimus, à la création du multivers, une autre vidéo de news sur un nouveau film Dragon Ball potentiel aux alentours de 2026 à propos duquel Toei Animation semble prendre la parole. Mettez votre meilleur pouce en l'air à la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche, merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.